Bonjour à tous, donc avec les meilleurs combats de MMA ou les combats de MMA mémorables ou à voir pour l'année 1999 cette fois. J'ai déjà fait toutes les années de 93 jusqu'à 98, une vidéo par année sur le même format. Si ce format vous plaît, n'hésitez pas à aller retrouver les autres vidéos sur ma chaîne. Je vous invite aussi à poser des questions, indiquer les combats que vous auriez inclus ou quoi en dessous. Et s'il y a des questions, j'y répondrai dans des vidéos spéciales réponses aux questions. Alors je vais attaquer rapidement puisqu'en 99 il n'y a pas eu des grosses évolutions d'un point de vue histoire du MMA. Je peux juste préciser une chose, c'est que en 99 il y aura l'un de mes combats préférés de tous les temps. J'ai jamais décidé lequel était mon préféré, mais il y a un de mes combats vraiment tout préférés dans cette année 99. Et il y a un très bon combat aussi, assez méconnu puisqu'il n'a pas lieu ni à l'UFC ni au Pride, mais dans une autre organisation dont je n'ai pas encore tellement parlé. Donc je le ferai ici. Voilà. Donc j'attaque tout de suite avec le premier combat, le combat entre Bas Rutten et Tsuyoshi Kosaka qui a lieu à l'UFC 18, c'est tout au début de l'année. Je propose les combats dans l'ordre chronologique, donc là on est en janvier, le 8 janvier 99. Donc entre Bas Rutten et Tsuyoshi Kosaka, qui était un combat qui était important à l'époque, mais qui aurait pu être encore plus important si la suite des événements s'était déroulée, on va dire, comme l'UFC l'avait prévu. Parce qu'en fait, Bas Rutten était à ce moment-là l'un des meilleurs poids lourds au monde, mais meilleurs combattants au monde. Il restait sur 19 matchs sans défaite, invaincu depuis mars 95. Sa dernière défaite, c'était contre Ken Shamrock, à l'époque où Ken Shamrock était numéro 1 mondial. Une immense star, en plus très charismatique, avec un style plutôt axé pied-point, donc il met beaucoup de KO, donc quelque chose que les fans aimaient bien à l'époque, et même toujours plutôt bien d'ailleurs aujourd'hui. Et donc, l'UFC a récupéré ce combattant-là pour en faire, à mon avis, leur star. Ils avaient vraiment l'intention de le faire, ça s'entend dans la façon dont les commentateurs parlent de lui. Mais alors, quand même, il y avait un bémol, c'est qu'ils ne savaient pas forcément ce que Bas Rutten allait donner dans des règles différentes de celles de Pancrase Steel Wrestling. Et donc, ils le testent sur ce combat-là contre un autre combattant qui s'est fait un renom au Japon, qui s'appelle Tsuyoshi Kosaka, qui est un japonais, qui a fait sa carrière plutôt à la Rings, qui est une Rings Fighting Network, je crois, qui est une organisation de catch et de MMA japonais qui a été fondée par pour les gens qui connaissent un peu le catch, par Akira Maeda, un ancien de la New Japan Pro Wrestling et de la UWF. Donc la connexion entre catch et MMA au Japon est très forte. À la Rings, on verra notamment, c'est l'organisation qui va avoir les débuts de gars comme Fyodor Emelianenko, Antonio Rodrigo Nogueira pour le Japon, Dan Anderson a fait ses débuts au Japon là-bas, et j'en passe, Ricardo Arona. Voilà, c'est un peu une niche à talent, c'est pas rien d'être une star là-bas. Et donc Kosaka, en plus de ça, a eu 2 combats à l'UFC qu'il a remportés contre des poids lourds un petit peu cotés comme Kimo Leopoldo et Pete Williams. Il reste sur 5 matchs sans défaite. C'est l'un des membres du clan The Alliance, le clan avec Frank Shamrock et Maurice Smith. Ça fait de lui un combattant très complet parce qu'il s'entraîne avec un kickboxer, un grappleur, etc. Ils sont vraiment complets. Et surtout, c'est souvent un clan qui arrive dans le combat avec une bonne notion tactique, une bonne approche tactique. Donc c'était un gros test pour Bas Rutten. Et ça va s'avérer être effectivement un excellent test puisque Bas Rutten va avoir beaucoup de mal à gagner, mais il va gagner quand même, il va devoir s'employer. En fait, Kosaka va avoir la bonne stratégie qui va être de presser Bas Rutten contre la cage et de le mettre au sol contre la cage. Bas Rutten n'étant pas habitué à la cage, ça va pas mal le contrarier, mais il va quand même éviter trop de dégâts, notamment au visage. Mais il va être vraiment en retard sur les juges. Enfin, si le combat avait dû aller à la décision, il aurait été en retard. Et après 13 minutes de combat, on va en prolongation. À l'époque, il y a un système de prolongation, bref, ils appellent ça comme ça. Ce qui aurait pu être d'ailleurs très intéressant de dire, on fait 13 minutes de combat et s'il n'y a pas de vainqueur, il reste 3 minutes et on juge. Enfin, si ça va au juge, les juges ne jugent que ces 3 minutes-là. Je trouve que ces règles-là seraient intéressantes. Bon, dites-moi ce que vous en pensez. Mais voilà, c'est pas comme ça que ça se passait à l'époque. Et donc on peut se dire qu'avant la prolongation de 3 minutes, Kosaka est en tête auprès des juges si ça continue comme ça. Et donc la star Bas Rutten va peut-être perdre son premier match depuis 5 ans et il va perdre un peu son statut numéro 1 au profit de Kosaka, etc. Et en fait, dans les 3 minutes qui suivent, Bas Rutten va vraiment super bien travailler en défense d'amener au sol. Kosaka commence à être un peu fatigué, va faire des dégâts notamment avec les low kicks, ce qu'il avait déjà commencé à faire. On sent qu'il fait des low kicks aussi pour préparer un éventuel high kick. Si l'autre commence à se dire, il me tape tout le temps dans la jambe, il commence à focaliser sur la jambe et boum, ça part à la tête. Et il réussit finalement, en faisant le forcing, à faire un KO à peu près 1 minute de la fin. Une fin qui aurait été très compliquée pour lui, parce que je pense que les juges auraient donné victoire à Kosaka. Donc c'est vraiment un match intéressant dans le scénario aussi, en plus de son importance et de son truc. Voilà, alors, j'ai dit que ça aurait pu être un combat beaucoup plus important que ce que ça a été. C'est un combat qui est fun, hein, comme je l'ai raconté. Ça aurait pu être plus important si la suite de la carrière de 2 combattants, surtout celle de Bas Rutten, avait été plus prestigieuse. En fait, Bas Rutten, après ça, va pouvoir avoir le match pour le titre contre Kevin Randleman, qu'il va gagner, mais d'une manière absolument hallucinante. C'est la pire décision des juges de tous les temps, et de loin. Parce que quand Kevin Randleman va mettre Bas Rutten au sol tous les rounds, il va faire quand même un peu de dégâts en ground and pound, même si pas tant que ça par rapport au temps passé au sol.
Et les juges vont donner la victoire à Bas Rutten pour le peu de frappes qu'il a réussi à placer quand il était debout. Ce qui est vraiment mais scandaleux. Et d'ailleurs, Kevin Randleman et son clan, avec Mark Coleman notamment, vont être outrés. Heureusement, j'ai envie de dire, Bas Rutten va se blesser. Il va prendre sa retraite. Il va y avoir un autre match avec Kevin Randleman pour qu'il puisse devenir champion, etc. Donc bref, tout va rentrer dans l'ordre, on va dire. Mais voilà, Bas Rutten, comme je viens de le dire, va se blesser. Il va devoir prendre sa retraite. Donc finalement, il ne deviendra pas la star que l'UFC espérait qu'il devienne. Et il va devenir commentateur du Pride. Pour notre plus grand plaisir, parce que c'était un super commentateur, très très charismatique et éloquent plutôt dans sa voix. Parce que charismatique, ça serait plus le physique et éloquence par la voix. Quant à Kosaka, lui, il va retourner pas mal au Japon combattre, avec des résultats un peu en dents de scie, mais il restera toujours assez pertinent comme Ken Corias. J'en veux pour preuve son rematch contre Fyodor Emelianenko, lorsque Emelianenko va être dans une série de victoires, ils vont dire on va le faire affronter le seul gars qui l'a battu, savoir Kosaka. Et Kosaka va réussir à tenir tous les rounds contre Fyodor. Non, même pas, non, il va perdre sur coupure, donc je dis n'importe quoi. Enfin voilà, c'est un samouraï un peu vaillant, mais qui va jamais être un très très grand nom. Et je ne reparlerai pas de lui dans aucun des matchs que je vous proposerai pour les autres années. Voilà, donc un beau combat tactique avec un bon scénario et qui montre Bas Rutten quand il était numéro 1. Je crois que c'est intéressant. Je passe au deuxième combat. Le combat entre Tito Ortiz et Guy Mezger à l'UFC 19. Alors, rappelez-vous, je vous avais déjà parlé d'un match entre Tito Ortiz et Guy Mezger dans une vidéo précédente. Il y avait eu, en fait, ça c'est la revanche d'un combat qui s'était passé en 97 où Guy Mezger était devenu le vainqueur d'un tournoi light heavyweight. C'était la soirée où Ortiz faisait ses débuts. C'était un combat qui avait été un peu litigieux parce qu'Ortiz avait une très bonne position, il semblait en position pour gagner et faire une énorme surprise en battant Guy Mezger. Et en fait, il y a eu une coupure au cuir chevelu ou quelque chose comme ça, ce qui fait que l'arbitre a fait relever les deux combattants pour vérifier la coupure. Et comme la coupure n'était pas très importante, ils ont repris le combat, sauf qu'ils ont repris le combat debout, alors qu'Ortiz avait une super position au sol. Et debout, il s'est fait prendre dans une guillotine, il perd le combat. Et on se dit que si l'arbitre ne les avait pas fait relever, ou alors qu'il les avait fait repartir dans la même position, Ortiz aurait gagné, je pense. Enfin, c'est ce que je pense personnellement, sans être fan de Ortiz ni rien. Donc le rematch était vraiment attendu pour ça. Et je pense que c'est quelque chose qui a donné une bonne leçon à Tito Ortiz, notamment dans l'approche du fait de se dire qu'il peut y avoir des faits de match et que ça ne doit pas le faire s'écarter de sa stratégie, quoi, quelque part. Et là, en fait, il va gagner de façon très 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 nette contre Guy Mezger, qui était l'un des, je dirais, top 5 mondial, toute catégorie de poids. Il était King of Progress à l'époque. Il a battu pas mal de poids lourds un peu cotés. Il était vraiment bien à l'époque. Il était au sommet de sa carrière, plus ou moins, Guy Mezger. Et il va être battu, mais de façon très très impressionnante par Tito Ortiz. En fait, ça fait partie de ces combats où le combattant qui perd, on a l'impression qu'il perd autant pour la douleur des coups qu'il reçoit ou pour la fatigue que pour le fait d'avoir craqué mentalement. On a l'impression que Tito Ortiz va le presser, va le dominer en grappling dans tous les sens, il va lui mettre du ground and pound, enfin en gros c'est ça, pendant tout le match. Et on sent que petit à petit, Mezger se fatigue à essayer de défendre les hommes de sol et surtout, on a vraiment l'impression que mentalement, il lâche l'affaire au bout d'un moment. Et en fait, quand il perd, on a l'impression qu'il perd plus du fait de la fatigue et de la fatigue psychologique ou mentale, quoi, si vous voulez. Et ça, c'est très impressionnant. Je trouve que c'est les victoires qui sont les plus impressionnantes. Georges Saint-Pierre a infligé quelques victoires un peu comme ça, voilà, je vous en reparlerai plus tard. Mais là, celle-là, elle est vraiment très forte parce que c'est celui qui était outsider qui fait craquer complètement l'autre qui était favori. Donc c'est vraiment impressionnant. Voilà. Alors, petit fait quand même de match, enfin plutôt post-match. Tito Ortiz enfile un t-shirt après le match qu'on ne voit pas si vous regardez la vidéo sur le UFC Fight Pass. Mais il enfile un t-shirt, vous pourrez trouver la photo sur YouTube, sur Google, enfin bref, vous trouvez la photo sur Internet. Il enfile un t-shirt où c'est écrit « Guy Mezger is my bitch ». Donc évidemment très irrespectueux, en faisant 2 gros fuck comme ça, je crois. Et il fait 2 fuck en fait au clan Lions Den, puisqu'il a battu Jerry Bollander au match précédent qui était du clan Lions Den, et Guy Mezger. Et le gros nom du clan Lions Den qu'il n'a pas encore affronté, c'est Ken Shamrock. Et Ken Shamrock est un petit peu énervé, et se penche sur le haut de la cage et lui fait un petit peu un truc un peu comme un patriarche, lui dit t'es un petit con toi et tout ça. Donc c'est assez marrant comme altercation. Et ça va amener le combat entre Ken Shamrock et Tito Ortiz qui va être un combat crucial dans l'histoire de l'UFC, dont je vous parlerai pour l'année 2002. C'est 2002 je crois, oui. Qui aura lieu un peu trop tard le combat. Il faut savoir que Ken Shamrock à l'époque était un catcheur qui catchait à la WWF, future WWE pour ceux qui ne savent pas. Et on était en pleine Attitude Era, donc une époque où les audiences télé étaient monstrueuses. Donc Ken Shamrock était vraiment très très connu en plus de ce qu'il avait fait en MMA. Donc cette scène et tout ça a créé un peu de buzz, enfin de buzz, est-ce qu'on peut parler de buzz à l'époque, mais enfin, a créé un peu de buzz autour de Tito Ortiz qui va être lui aussi une star ensuite. Donc voilà, c'est un peu l'émergence de Tito Ortiz en tant que monstre dans le combat et de star un peu à la McGregor ou un truc comme ça, c'est-à-dire un combattant un peu provoque
qui divise un peu la foule entre ceux qui l'adorent et ceux qui le détestent plutôt. Bon, après, moi, je suis dans aucun des deux cas, que ce soit pour Ortiz ou pour McGregor, mais voilà, c'est des combattants qui clivent, qui sont clivants pour une bonne partie de la foule. On peut dire qui clivent, je sais pas. Voilà, en plus d'un combat qui est assez intéressant à voir pour le côté je fais craquer l'autre mentalement. Voilà. Je reparlerai de Tito Ortiz plus tard, dans l'année 99, pour un autre combat. Combat suivant, on passe au Pride. Le Pride numéro 5, ça se passe le 29 avril, donc 99. Le combat entre Kazushi Sakuraba et Victor Belfort. Alors ça, c'est un combat qui est hyper intéressant. Je rappelle que je vous ai parlé de Sakuraba, qui était devenu une petite star pour les Japonais, on va dire, pour le moment, en battant Carlos Newton dans un duel de grappleurs fantastique en 98, qui était le combat de l'année 98 à mon sens. Mais jusque-là, on va dire que c'est pas un des top combattants du monde. On se dit qu'il est bon, c'est un bon combattant japonais, Kazushi Sakuraba. Mais voilà, il n'a pas encore prouvé sa valeur tout en haut de l'affiche. Et là, il a en face de lui Victor Belfort, qui était l'un des meilleurs combattants au monde, qui n'a qu'une défaite contre Randy Couture, qui était un petit phénomène, qui sortait d'un KO sur Wanderlei Silva absolument éclatant, hein, où il court en donnant des coups sur Wanderlei Silva, qui se retrouve contre la cage, il se fait péter par KO, c'était assez impressionnant. Donc là, voilà, c'est un énorme test pour Sakuraba, d'autant plus que Victor Belfort fait 20 livres de plus que Sakuraba, c'est-à-dire l'équivalent d'une bonne catégorie de poids. Sakuraba était plutôt chez les middleweight, si on prend les catégories de poids actuelles, et Victor Belfort chez les light heavyweight. Donc, une catégorie de poids d'écart avec toutes ces différences-là. Victor Belfort, ceinture noire de jiu-jitsu, très fort debout, peut mettre des KO, tout ça. Une seule défaite contre Couture, c'était un combat un peu particulier chez les poids lourds. On peut se dire que peut-être que le miracle Sakuraba va s'arrêter. Je ne sais pas qu'il ait vraiment commencé, ni rien. Et en fait, c'est exactement le contraire qui va se passer. Sakuraba va non seulement gagner, mais il va complètement éteindre Victor Belfort. Ça, c'est vraiment impressionnant. Il va l'éteindre en ayant une tactique qui est très, très intelligente. C'est de déjà laisser passer la foudre, parce que Victor Belfort commence toujours comme une furie, avec plein de coups. Et il va un peu se fatiguer en faisant ça, Victor Belfort. Et surtout, Sakuraba va se servir de cette pluie de coups pour aller réussir à mettre Belfort au sol. Une fois d'avoir Belfort au sol, Sakuraba va se relever, va faire en sorte que Belfort ne se relève pas, et va lui donner des coups dans les cuisses et un peu le tyranniser comme ça en étant lui debout et Belfort sur le dos. Et je crois qu'en plus de la douleur aux cuisses que ça va infliger, les kicks aux cuisses que Sakuraba va infliger à Belfort, je crois qu'il va infliger des dégâts aussi psychologiques. Je me rappelle d'avoir vu une interview de Georges Saint-Pierre qui expliquait ça dans son combat, notamment contre BJ Penn, où il avait repéré que certains combattants n'avaient pas d'endurance psychologique. C'est-à-dire que le fait d'être vif, de penser un peu à tout, d'être là, de sang-froid, enfin tout ça, toute la fraîcheur psychologique qu'on peut avoir et qui est quand même nécessaire pour avoir des performances, il y a des combattants qui la consomment très vite, alors que d'autres sont très endurants sur ce plan-là. Il avait dit que notamment Nick Diaz était très fort là-dessus, et que BJ Penn était un petit peu faible là-dessus. Bon, après, c'est la vie de Georges Saint-Pierre. Eh bien, je pense que Victor Belfort n'était pas forcément très fort là-dessus, et qu'il s'est beaucoup fatigué aussi psychologiquement dans toute cette situation où Sakuraba joue un peu avec lui, le malmène, lui fait peur, enfin bref. Et lorsqu'il revient, parce que le premier round de 10 minutes s'arrête comme ça, lorsqu'il revient dans le deuxième round, Victor Belfort est au ralenti. On a l'impression qu'il est fatigué, physiquement, fatigué psychologiquement, et touché aux jambes. Et Sakuraba, du coup, le domine debout. C'est incroyable, il fait notamment à un moment donné un spinning back kick qui touche Belfort à l'abdomen, et Belfort va au sol à contre-temps. C'est-à-dire, genre, le coup lui a pas fait mal tout de suite, mais 2 secondes plus tard, il préfère aller au sol tellement ça le... Donc peut-être que c'est dans le foie ou ça lui a coupé le souffle ou je sais pas. Donc ça c'est super impressionnant. Sakuraba au fur et à mesure prend énormément confiance et on sent que ça perturbe beaucoup Belfort qui était tout jeune en plus à l'époque hein, malgré tout. Il y a ce truc aussi de tout le côté divertissant de Sakuraba vis-à-vis du public japonais où il fait un peu le clown en même temps, il est dangereux, il tente des moves improbables, etc. Et voilà, donc ça continue comme ça. En fait on va aller jusqu'à la décision. Sakuraba va vraiment éteindre Belfort tout le long du match. Finalement, en dehors de la pluie de coups qui dure 30 secondes, 1 minute au début, tout le reste du combat, c'est Sakuraba qui maîtrise et qui domine et qui éteint Victor Belfort. Et donc Sakuraba gagne de façon très nette. On n'a même pas l'impression qu'il a été obligé d'aller puiser loin en lui contre l'un des meilleurs combattants au monde à l'époque, Victor Belfort. Et donc ça fait de Sakuraba l'un des meilleurs combattants au monde automatiquement. Ça fait de lui une immense star au Japon où tout d'un coup, je pense que les Japonais ont commencé à se dire non seulement que ce combattant était fun, était sympa, était tout ça, mais qu'il était capable de battre n'importe qui. Et ça, c'est pas encore près de s'arrêter. Alors, juste pour dire, je reparlais de Sakuraba bien sûr dans d'autres combats, y compris un autre combat de 99. Pour ce qui est de Victor Belfort, il retrouvera une série de victoires par la suite avant de caler à l'UFC contre les top niveaux que seront Chuck Liddell, Randy Couture, Tito Ortiz. Donc il fera toute une carrière, je vous reparlerai de Victor Belfort à l'occasion. Combat suivant,
Alors là, on retrouve le combat que j'ai un peu teasé au début de la vidéo, le combat qui est excellent et que vous ne connaissez probablement pas, puisqu'il a lieu à la Shooto, ou au Shooto, je ne sais pas comment on dit, moi je dirais à la Shooto. Donc Shooto, c'était une organisation de MMA japonaise. C'est pas compliqué, c'est la première organisation de MMA de tous les temps. Le match dont je vous parle, c'est Kaoluno contre Rumina Sato, qui se passe à un show qui s'appelle Shooto 10e anniversaire. Donc, enfin, 10th Anniversary Event, hein, c'est en anglais. Et en fait, ça veut dire que Shooto a démarré le 29 mai 89. Donc vraiment avant tout le monde. Simplement à l'époque, c'était des gars qui s'entraînaient ensemble et qui s'affrontaient dans des toutes petites arènes. C'était très, comment dire, je sais pas clandestin que je cherche, mais confidentiel. Voilà, c'est ça que je cherchais comme mot. C'était très confidentiel. Il a fallu attendre des années. Déjà, on n'a pas trop les images de cette époque-là. Et puis surtout, il faut attendre des années avant que les combattants aient un peu une cote, parce qu'il y a des gars qui sont allés combattre ailleurs, il y a des combattants d'ailleurs qui sont venus. Et en fait, c'est une organisation qui va se spécialiser dans les catégories de poids inférieures. C'est la seule organisation mondiale à l'époque à avoir un champion de poids léger tel qu'on l'entend aujourd'hui, c'est-à-dire moins de 155 livres. Donc c'est la catégorie de poids où officie notamment Conor McGregor ou Khabib Nurmagomedov actuellement. C'était les seuls à l'avoir. Leur champion, c'était Kaol Uno, donc l'un des deux combattants de ce match. Et il affronte donc dans ce match pour le 10th Anniversary Event un dénommé Rumina Sato, qui était l'une des stars de Shooto, l'un des pionniers aussi de Shooto, qui était un spécialiste des soumissions. Alors, j'ai pas mis d'autres matchs de Rumina Sato dans mes listes, mais vous pouvez aller voir notamment des soumissions de lui. Vous trouvez des vidéos de fans où il montre les meilleures soumissions de Rumina Sato. Il a des soumissions complètement étonnantes, des trucs qu'on voit jamais, des sortes de flying knee bar ou des trucs un peu comme ça improbables. C'est vraiment fun. Et donc, le challenger, pour le titre de champion poids léger, c'est un peu le vétéran star contre le jeune prodige, quoi, si vous voulez. Voilà, donc, alors juste pour préciser, il y a un titre lightweight à ce moment-là à l'UFC, qui est détenu par Pat Miletich. Et le titre lightweight de l'UFC à ce moment-là correspond en termes de poids au titre welterweight actuel. Le lignage en fait de ce titre-là va après aller sur Matt Hughes, Georges Saint-Pierre, et jusqu'à maintenant, aujourd'hui, le champion c'est Kamaru Usman. C'est les moins de 170 livres, donc c'est-à-dire la catégorie de poids au-dessus de la catégorie de poids léger. Donc juste pas se confondre. Le lightweight de Shooto ne correspond pas au lightweight de l'UFC en 99. Il ne faudra pas se confondre comme ça, c'est pareil pour le Pride. Middleweight au Pride, c'est light heavyweight de l'UFC, enfin bref. Voilà. Alors je reviens sur mon combat Kaoluno Rumina Sato. C'est un combat extraordinaire, parce que déjà on voit qu'ils ont un énorme niveau. Et on voit rarement un combat avec autant de niveau des deux côtés à l'époque. Et c'est un combat où ça va à toi, à moi, un peu partout. Il y a debout, il y a au sol, où il y a un coup c'est un qui domine au sol, un coup c'est l'autre. Il y a des gros travaux d'amener au sol, il y a vraiment plein de trucs. En fait, Sato domine au début debout. Et au sol, il y a une situation où il est tout près de finir sur un rear naked choke. Et petit à petit, en fait, le champion Kaoluno revient notamment grâce à une meilleure lutte, plus de puissance. Et surtout, il finit beaucoup plus frais. Et Kaoluno finit par gagner grâce à sa fraîcheur dans le dernier round. Peu de temps avant la limite, et une décision qui n'aurait peut-être pas été évidente pour lui, par rear naked choke. Donc c'est vraiment un combat qui est fun, varié, dynamique, tout ça, très très compétitif, on sent vraiment beaucoup de niveau, avec une fin décisive, mais après des rebondissements. Donc c'est un super combat. Ça aurait été le combat de l'année s'il n'y avait pas eu un absolu classique dont je vais vous parler juste après. Donc vraiment, je le recommande très chaudement. Vous pouvez se trouver ce combat sur le UFC Fight Pass, hein, je précise. Alors pour préciser un petit peu, Kaoluno conservera le titre de champion poids léger jusqu'à son départ de Shooto, où il va essayer de devenir champion poids léger à l'UFC, lorsque l'UFC va réellement créer le titre de champion poids léger, donc sur cette catégorie de poids. Mais il va caler contre BJ Penn, qui est le nouveau prodige qui va éclore à ce moment-là, je vous en reparlerai. Quant à Rumina Sato, il va rester pertinent, il va retenter sa chance pour le titre lorsque le champion sera Takanori Gomi, mais il échouera à nouveau. Donc ça restera un combattant un peu coté avant de redescendre. Et puis pour ce qui est de Takanori Gomi, je vous en parlerai, mais voilà, un petit peu l'occasion de parler de Shooto et d'un combat que je recommande vraiment chaudement. Juste pour info, Shooto ça se passe dans un ring, c'est à peu près les mêmes règles que le Pride, et le même contexte que le Pride. Voilà. Alors le Pride justement, on y revient avec le combat suivant, le combat de Pride numéro 7, le 12 septembre, Igor Vovchanchyn contre Mark Kerr. Alors c'est sûrement des combats que je vous propose dans cette vidéo le moins fun à regarder au niveau de ce qui se passe pendant le match. Mais c'est un combat qui est très important, puisque je dirais que c'est le combat qui déclare officieusement le numéro 1 des heavyweights à l'époque. Puisque Randy Couture en fait a quitté l'UFC après sa victoire contre Vitor Belfort, et il s'est retrouvé à perdre contre Enson Inoue, je crois, au Japon. Enson Inoue avait des défaites en parallèle, donc
Finalement, on n'avait pas beaucoup de combattants qui étaient comme ça, super cotés, super forts, qui étaient un peu intouchables. Le Pride n'avait pas de titre de champion poids lourd. Et en fait, dans ce combat, on a Igor Vovchanchyn qui a vaincu depuis plus de 4 ans avec 32 victoires consécutives, dont 3 au Pride, beaucoup de KO. Donc forcément hyper coté comme l'un des meilleurs combattants au monde, bien sûr. Et face à lui, Mark Kerr était invaincu. Il avait gagné des matchs à l'UFC d'abord et puis ensuite donc au Pride. Et Mark Kerr, c'était une machine de guerre, un monstre physique. Et ça semble impossible de ne pas se faire mettre au sol par Mark Kerr et ça semble très difficile de résister à son ground and pound au sol. Donc ça semble être un petit peu le duel striker contre grappler qui allait élire le numéro 1 mondial au monde. Et d'ailleurs, c'est ce que dit le commentateur Steven Quadros avant le combat, où il dit que voilà, ça élira le meilleur de tout le temps. Alors, le meilleur poids lourd au monde. Alors, c'est peut-être un peu exagéré parce que voilà, il y a Bas Rutten, voilà, il y a Randleman qui est pas mal, il y a Frank Shamrock, il y a Tito Ortiz qui monte, il y a plein de gars à prendre en compte. Mais c'est clair que si on prend uniquement les poids lourds, si on exclut quelques noms que je viens de donner, ça va élire forcément le numéro 1 ou le numéro 2 mondial. Voilà, c'est quand même vraiment important. Alors qu'est-ce qui se passe dans le match finalement? Vovchanchyn, comme prévu, à l'avantage debout. Mark Kerr prend quelques coups, il a un peu de dégâts, notamment low kick et tout ça, mais il arrive à prendre Vovchanchyn au sol. Et au sol, en fait, il n'arrive pas à faire des dégâts. Vovchanchyn est très actif, il l'oblige à se défendre, ce qui fait que Mark Kerr ne peut pas vraiment attaquer. Il n'arrive pas à se déplacer, à trouver une meilleure position. Très bonne activité de Vovchanchyn au sol. Donc, c'est un peu statique comme ça, c'est pour ça que c'est pas le combat le plus intéressant de tous. Et à un moment donné, Vovchanchyn, ça repart debout, arrive à placer un coup de genou à la tête de Mark Kerr sur un sprawl. Alors un sprawl, c'est quand vous jetez vos jambes en arrière et vous mettez votre poids du corps en avant pour éviter une amenée au sol de l'adversaire qui essaie de vous attraper les jambes, parce que c'est de faire Mark Kerr. Et le truc, c'est qu'au Pride, c'est une défense qui peut se transformer en une attaque parce que vous pouvez attraper le corps de votre adversaire et mettre des coups de genou en contre-attaque. Ce qui n'est pas possible de faire à l'UFC, sachant que vous n'avez pas le droit aux coups de genou à la tête. Sauf que les coups de genou n'étaient pas autorisés dans ce match-là à l'époque, au Pride. Ce qui fait que Vovchanchyn va gagner par KO sur Mark Kerr, mais l'arbitre va revenir en arrière et déclarer le match no contest, parce que finalement Vovchanchyn ne va pas perdre par disqualification parce que l'arbitre ne lui a pas dit, enfin c'est un peu particulier. Il y aura un rematch et Vovchanchyn gagnera de façon un peu plus nette. De toute façon, il semblerait, à mon sens, que s'il y avait dû avoir une décision, je pense que dans les règles du Pride, ils auraient donné Igor Vovchanchyn vainqueur, parce que Mark Kerr n'a pas fait de dégâts de tout le combat, et même s'il a les amenés au sol, ces amenées au sol ne sont pas offensives, ne permettent pas de se rapprocher de la victoire. Et c'était comme ça qu'ils pensaient au Pride au niveau des juges. Donc voilà. J'aime beaucoup la façon dont Vovchanchyn parade après le combat, il donne des coups dans les airs un petit peu, genre il est trop content de lui. Donc on sent qu'il y avait une importance de ce combat. Et ce combat qui marque un peu le début de la fin pour Mark Kerr, déjà auprès du public, ils vont pas trop aimer le fait qu'il en rajoute pour essayer d'obtenir une disqualification. Il était un peu chiant à regarder, il faut le dire, parce qu'il faisait pas grand chose au sol. Et puis bon, voilà, c'est la première défaite qui va être la première d'une série de défaites qu'il va avoir. Alors, il va avoir des victoires, des défaites, tout ça, mais voilà, c'est un peu la fin de Mark Kerr, qui rétrospectivement reste comme un combattant, juste pour préciser, en fait il fait l'objet d'un documentaire dont j'ai oublié le nom, je me demande si c'est pas The Machine, ou un truc comme ça, sur le dopage en MMA, un truc comme ça, donc forcément pas très reluisant sur lui, Mark Kerr, donc voilà, reluisant sur lui, ça fait un petit peu bizarre, mais c'est comme ça. Le combat suivant, et c'est tout simplement le combat suivant, le combat de l'année 99. Je pense que si vous faisiez un sondage auprès de 100 fans de MMA sur quel est le combat de l'année 99, vous auriez au moins 90, donc 90% des gens qui vous diraient que c'est celui-là, c'est Frank Shamrock contre Tito Ortiz à l'UFC 22, le 24 septembre. Alors, déjà, avant même que le combat ait lieu, c'était déjà un super combat, un énorme clash. Frank Shamrock, c'était le super champion, je vous en ai parlé pour l'année 98, champion de la heavyweight, invaincu depuis près de 3 ans, pas mal de défenses de titre contre des gros noms, des bons adversaires et de façon très éclatante. Je pense qu'il avait besoin d'une défense de plus pour devenir une star monstrueuse, et c'est ce qu'il va devenir. Et face à lui, il a son plus gros challenge, puisqu'il a le prodige Tito Ortiz dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc j'ai pas besoin de vous redire tout ce que j'ai dit sur Tito Ortiz. Il avait qu'une seule défaite controversée contre Guy Mezger, contre qui il a pris sa revanche de façon hyper impressionnante. Et Tito Ortiz, c'est un peu une star en puissance avec ce côté provoque et tout ça, avec son look. Donc c'est vraiment un combat qui sur le papier donne l'impression de voir deux monstres s'affronter de super top niveau, et c'est un de ces combats où on sent qu'on monte d'un cran. Voilà, on monte d'un cran de niveau avec ça. Et que si vous mettiez un de ces deux combattants-là 2-3 ans plus tard, il serait toujours compétitif. Alors que c'est pas forcément vrai d'autres combats dont je vous ai parlé. Bas Rutten en 99, vous le transposez en 2002 ou 2003 contre les poids lourds de l'époque, je pense pas qu'il gagne. Enfin, en gros. Parce que le niveau augmente chaque année. Alors, l'autre chose qui est intéressante dans ce combat, c'est que j'aime bien ce genre de combat où on a une problématique
Avant même que le combat commence, on se dit, voilà ce qui va se passer, et je suis curieux de voir qu'est-ce que le combattant qui va subir ce qui va se passer va proposer. Alors quelle est la problématique ici que Tito Ortiz pose, en fait, c'est comment faire pour l'empêcher de vous mettre au sol, et comment faire pour, si vous vous trouvez au sol, voilà, ou qu'il vous presse, comment faire pour faire des dégâts, le mettre dans une soumission, enfin ça paraît très compliqué. Gab Metzger, qui est un très bon lutteur, assez puissant, n'a pas pu le faire. Est-ce que Frank Shamrock, en 5 rounds, va pouvoir le faire? Et en fait, Frank Shamrock va avoir une stratégie face à ça. Je vous ai dit il fait partie d'un clan, The Alliance, qui était très intelligent. Il va avoir une stratégie qui est très osée et qui est fantastique à regarder. Il va accepter le fait que Tito Ortiz va le mettre au sol. Voilà. Déjà, c'est le premier truc. C'est-à-dire qu'il va évidemment faire des défenses d'amener au sol, et d'ailleurs, ces défenses d'amener au sol sont assez impressionnantes. Il va essayer de faire des dégâts avant d'aller au sol, il va essayer de faire des dégâts en étant amené au sol, il va forcer Tito Ortiz à travailler, bien sûr, mais on sent qu'il va pas... on sent qu'il est à l'aise avec l'idée qu'il s'est fait mettre au sol et qu'il va être dominé auprès des juges sur le premier round. En fait, Tito Ortiz gagne 1 round, 2 rounds comme ça, et même 3 rounds, pardon. Et en fait, dans le 4e round, on va sentir que Tito Ortiz commence à fatiguer. Et ça, c'est le résultat du travail de Frank Shamrock sur le dos. Il fait énormément travailler Tito Ortiz pour qu'il garde la position, pour bouger ses bras, etc. Il le fatigue. Et dans le 4e round, Frank Shamrock semble accélérer, debout, comme s'il avait attendu son moment depuis tout ce temps. Et il accélère et il réussit à mettre KO Tito Ortiz dans le 4e round. Et ça semble être sa stratégie. Et c'est juste impressionnant de voir comment... Enfin, elle est osée cette stratégie, c'est de laisser filer 3 rounds quand même. C'est monstrueux parce que c'était quasiment impossible ensuite de gagner par décision. Et donc il gagne. C'est énorme. Et puis l'intensité, l'ambiance, enfin, c'est un combat qui est extraordinaire, qui est d'un niveau de compétitivité, hein, le côté, vraiment le talent des deux combattants, c'est exceptionnel. Voilà, on aurait pu penser que Frank Shamrock, après cette victoire, allait continuer à régner pendant très très longtemps. Ça allait être facile pour lui après, parce qu'il a battu vraiment le mec le plus fort. Maintenant, Tito Ortiz est si jeune, on pouvait se penser une revanche plus tard, machin. En fait, Frank Shamrock va prendre un hiatus du MMA, il va arrêter le MMA pendant des années, il reviendra à Strikeforce, vous voyez, des années plus tard, en 2007, un truc comme ça. Je crois qu'il aura un combat entre-temps dans un événement secondaire. Mais voilà. C'est le sommet de la carrière de Frank Shamrock. C'est le match qui fait de lui une totale légende. C'est vraiment énorme. Et c'est un des meilleurs combats de tous les temps parce qu'il y a ce truc où c'est hyper intense, c'est hyper compétitif. Et il y a une stratégie très osée qui est mise en place et qui fonctionne. Ça, c'est vraiment génial. Donc voilà, je n'en dis pas plus sur ce combat, mais vraiment, si vous ne l'avez pas vu, c'est l'un des grands classiques de l'histoire du MMA et du UFC. Et puis je finis avec un dernier combat pour l'année 99, c'est le combat entre Kazushi Sakuraba et Royler Gracie au Pride numéro 8, le 21 novembre. Un combat incontournable, puisque on retrouve Sakuraba, donc, qui est sur sa série de victoires sur des pointures, notamment pointures brésiliennes. Il avait donc battu, je vous l'ai dit, Victor Belfort. Avant ça, il avait affronté Alan Goesch, tout ça. C'est devenu un peu le prodige et le chouchou du public japonais. Et je pense que c'est un peu devenu ce que Takada aurait voulu devenir, d'ailleurs. Et du coup, il obtient l'honneur d'affronter un membre de la famille Gracie, comme Takada, justement, qui avait eu l'honneur d'affronter Rickson Gracie. Il va affronter Royler Gracie. Donc Royler Gracie, c'est l'un des 3 frères prodiges. Les 3 prodiges, c'est Rickson Gracie, dont je vous ai parlé dans une vidéo précédente. Royce Gracie, bien sûr, la star des premiers UFC. Et Royler Gracie, c'est le 3e frère. Alors, je ne sais plus qui est le plus vieux là-dedans, mais c'est le plus petit. Royler Gracie, c'est un petit gabarit, il aurait été featherweight, donc poids plume. Donc voilà, donc j'ai dit Sakuraba est middleweight, donc il y a déjà entre les deux, il y a lightweight et welterweight, donc c'est 3 catégories de poids d'écart, donc c'est un petit peu tendu. Mais Royler Gracie est vraiment une immense star en jiu-jitsu brésilien, voilà. Et il était invaincu, parce que personne n'avait battu aucun membre de la famille Gracie de toute façon. Et je trouve que c'est très courageux en fait de la part de Royler Gracie d'accepter un match contre Sakuraba. Mais je pense qu'il se disait, Sakuraba est un grappleur et je peux battre n'importe qui en grappling. Ce qui est possible. Voilà. Le problème, c'est que, comme c'est un petit gabarit, le problème qui va se poser à lui, c'est comment faire pour mettre Sakuraba au sol. Et il ne va pas y arriver, en fait. Et donc, il va se retrouver en grande difficulté à cause de ça. Maintenant, il faut savoir que les Gracie sont un petit peu chiants, à l'époque. Et ils ont une règle spéciale à eux, c'est que quand le match va au bout des 20 minutes, c'est un match nul. Il n'y a pas de décision des juges. Ils demandaient ça. Et donc, le combat est assez particulier parce que Sakuraba fait mumuse avec un mec qui est quand même invaincu, qui est quand même une star, un grand nom. La famille Gracie avait tout un prestige à l'époque. Sakuraba fait mumuse un peu comme avec Victor Belfort, il fait le clown et tout ça. Le fait qu'il fasse le clown, d'ailleurs, c'est ce qui va faire qu'il n'aura jamais son combat contre Rickson Gracie, je vous en reparlerai. Et du coup,
c'est impressionnant de voir l'espèce de domination psychologique et presque charismatique de Sakuraba. Mais il y a ce truc derrière de se dire, oui, mais si ça continue comme ça, il ne le battra pas. Il fera match nul officiellement. Donc en fait, il faut qu'il trouve un moyen de battre Roller Gracie. Et ce qui est intéressant, c'est que Sakuraba le sait et qu'à un moment donné, il décide d'aller au sol avec Roller Gracie, donc de faire du grappling avec un ceinture noire de jiu-jitsu brésilien. Mais comme Roller Gracie ne s'y attend pas, Sakuraba, je pense, il est un peu surpris par ce que fait Sakuraba. Sakuraba arrive à choper une Kimura, avec sa puissance notamment, et à mettre le bras de Roller Gracie dans une position complètement très douloureuse à regarder. Si douloureuse que l'arbitre donne la victoire à Sakuraba sur ce qu'on appelle une technical submission. C'est un petit peu comme un KO technique. C'est-à-dire que l'arbitre déclare soumission à la place du combattant. C'est quand le combattant n'abandonne pas mais qui se fait casser le bras ou ce genre de truc. Voilà. Donc il y a une grande contestation dans le clan brésilien. Ils disent que voilà, il n'était pas vraiment en danger, qu'il est très souple et que ça lui faisait pas si mal que ça, etc., etc. Bon, quand on regarde la vidéo, on se dit quand même que c'est tendu. Et donc Sakuraba est le premier combattant à battre l'un des membres de la famille Gracie dans un combat de MMA. Ça, c'est énorme. Alors, Gracie avait perdu en jiu-jitsu, c'était très rare, mais c'était arrivé. Mais voilà, alors il n'a pas battu le plus charismatique, le plus impressionnant, le plus coté de la famille, mais il a battu l'un des 3 frères les plus cotés, et surtout, il est le premier à battre un membre de la famille Gracie. Il prend un peu la revanche, parce qu'il faut savoir que au Japon, ils sont très, évidemment, vous savez, comment dire, dans l'héritage de leurs ancêtres, etc., et qu'il y avait eu un vieux combat, un peu, dont on n'a pas les images, entre le champion de judo Kimura et le champion de la famille Gracie à l'époque, je crois que c'est Helio Gracie, qui avait été un peu controversé, une rivalité un peu tendue comme ça. Et donc lorsque Takada et Rickson Gracie étaient affrontés, ils avaient mis ça un peu en arrière-plan, sauf que Rickson Gracie avait gagné facilement contre Takada. Donc là c'est la première fois qu'un japonais, qu'un Gracie perd, mais surtout c'est un japonais qui le bat, et il le bat un peu dans son domaine, à savoir la soumission, avec une Kimura. Donc, il y a toute une symbolique autour. La Kimura, c'est la clé que Masahiko Kimura avait créée, le judoka dont je vous ai parlé. Donc, il y a toute une symbolique aussi autour. Ça fait de Sakuraba plus qu'une star à ce moment-là, c'est un demi-dieu. Sincèrement, je pense que les mots ne sont pas exagérés. Les Japonais l'adulaient à un point incroyable. Parce qu'en plus, il avait une personnalité hallucinante. C'est-à-dire qu'il avait l'air d'un génie, en fait. Il avait l'air d'un espèce de mec complètement hors norme, qui s'amuse, qui est complètement décontracté, mais qui domine tactiquement et psychologiquement ses adversaires, mais qui a beaucoup de compétences en plus. Enfin, c'est fou. Et c'est le début en fait d'une rivalité qui va culminer dans d'autres combats entre Sakuraba et des membres de la famille Gracie. Sakuraba va cumuler des victoires sur la famille Gracie et va devenir le Gracie Hunter dans ce qui va constituer pour moi la série de matchs la plus prestigieuse, la plus dingue d'un point de vue ambiance de l'histoire du Pride. La star japonaise qui bat les légendes du MMA et les spécialistes de jiu-jitsu un peu austères qui sont la famille Gracie. Donc je vous reparlerai de ça en 2000 avec le combat d'1h30 entre Sakuraba et Royce Gracie, je le dis tout de suite. Mais voilà, je vais m'arrêter là pour l'année 99. Je répète que si vous avez envie de poser des questions, de dire tiens, j'aurais bien inclus tel combat parce que je l'aime bien pour X raison, etc., n'hésitez surtout pas à commenter, c'est super intéressant. Si vous posez des questions, j'y répondrai dans des vidéos qui s'appellent FAQ permanentes. Ça peut être sur ce dont j'ai parlé ici ou d'autres choses. Comme vous voulez, il n'y a pas de problème, ça peut mettre des questions qui se prennent du temps à répondre, c'est très intéressant de répondre aussi aux questions. Et puis, je vous retrouve très bientôt pour la même chose pour l'année 2000. Donc à bientôt et portez-vous bien. Bye.